Puis j'ai observé des enfants jouer au Lego et je me suis dit, waouh, c'est juste dingue de voir des enfants jouer parce qu'en fait, la coopération, c'est naturel chez eux. Il y a très peu de rapports de force. Voilà, ils s'échangent tout, ils copient les uns sur les autres, ce qu'on ne fait pas dans le monde de l'entreprise. Et ça a été une révélation. Vous allez me dire, si les enfants apprennent comme ça, pourquoi on a arrêté de faire ça? Pourquoi on réinvente tout à chaque fois? Pourquoi on ne s'appuie pas les uns sur les autres? Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'Esprit de coopération. Je suis Claire Giraudet et je vous propose dans ce podcast d'aller à la rencontre de celles et ceux qui insufflent l'esprit de coopération au quotidien dans les collectifs. Je suis très heureuse de recevoir et de vous faire découvrir dans cet épisode Damien Roquel, créateur et gérant de l'entreprise Brick24. Je qualifierais son parcours de singulier et d'inspirant. J'ai donc été extrêmement touchée qu'il accepte d'être une sorte de parrain de ce podcast en étant le premier à se confier à mon micro. Vous l'entendrez, Damien a beaucoup d'humour et est extrêmement bienveillant. Il a une approche de son métier que je trouve passionnante. Dans cet entretien et plus globalement dans sa pratique professionnelle, il fait un lien très pertinent entre ce que nous vivons en tant qu'enfants à l'école et comment cela façonne les collaborateurs que nous devenons une fois entrés dans la vie active. Il utilise le jeu de manière percutante dans ses interventions auprès de ses clients et nous explique comment cela peut être un grand révélateur du fonctionnement du collectif. C'est donc avec beaucoup de fierté et d'émotion que je vous souhaite une bonne écoute de ce premier épisode, à la fin duquel Damien me réserve un feedback auquel je ne m'attendais pas. Bonjour Damien. Bonjour Claire. Merci déjà d'être mon premier invité dans Esprit de coopération. Je voulais commencer parce que tu connais le principe en tant que facilitateur, commencer par un petit icebreaker, brise-glace comme on dit en français. Et pour ça, en fait, j'en ai deux à te proposer. Donc c'est toi qui vas choisir celui qui te parle le plus aujourd'hui. J'ai d'abord le anti-Sava, je crois que tu le connais. Qu'on va faire en ligne. Donc, je vais te partager mon écran parce qu'on est on est en visio. Ou alors, une météo intérieure sonore, alors qui m'a été inspirée par Sophie Franz du podcast Intelligence Collective. Et voilà, dis-moi celui qui t'attire le plus là. Eh ben, écoute, il y a quelques jours, j'ai fait un retour à Sophie, justement, en ayant découvert ses podcasts, ça fait 3 semaines, un mois, sur ses podcasts, sur ses icebreakers sonores. Mais j'aime bien le côté décalé de l'anti-Sava, donc vas-y, tu peux y aller sur l'anti-Sava. Tu peux faire les deux, après tu fais ce que tu veux, d'ailleurs, c'est toi qui décides. Alors, on va commencer par l'anti-Sava, du coup. Vas-y. Voilà. Tu connais les catégories. On va s'ouvrir à l'instant présent, si tu es d'accord. Ouais. Donc, tu commences. Est-ce que tu veux une moyenne, une facile ou une difficile? Vas-y, moyen. Okay. Allez, c'est parti. Je lance la question. Donc, quelle sensation ressens-tu à l'intérieur de ton corps, là, tout de suite? Mal en haut des pecs. J'ai repris le sport il y a une semaine et j'ai fait une grosse séance de rameur hier et là, tout de suite, j'ai mal en haut du corps. Voilà. J'ai badminton ce soir, donc je suis confiant. Bon. Nickel. Bon, et du coup, allez, on va se faire quand même le icebreaker de Sophie quand même. Le premier son. Tu identifies ce que c'est? Je dirais... alors, il y a deux possibilités. Soit ce sont des Legos, soit ce sont des coquillages, mais j'ai envie de retenir. Tout de suite, ce qui m'est venu, c'est les coquillages. Mais après, je me suis dit, c'est quand même le bruit que font des Legos quand je les trie. Mais des fois, c'est même plus bruyant que ça. Donc, ça m'évoque ça. On est parti pour le deuxième son. Et le troisième. Alors, il y a plein de simplicité, etc. Mais en fait, je vais plutôt te parler de celui qui crée une sensation en moi. Voilà, la plus forte des sensations. Pour le coup, ce serait le deuxième. Il évoque pour moi un film que je suis allé voir la semaine dernière, qui est quasiment plus diffusé, qui s'appelle Un monde, qui est un film sur le harcèlement scolaire, qui est probablement
la plus grosse fessée cinématographique que j'ai vue depuis un paquet d'années. Il est filmé que à hauteur d'une enfant qui découvre que son frère est victime de harcèlement à l'école et on ne voit quasiment que la jeune fille tout le long du film avec son frère. On aperçoit son papa et deux, trois adultes, c'est tout, mais tout se passe à sa hauteur et l'impact qu'a le harcèlement sur elle, etc. Et donc ça a remué un truc dans mes tripes. Au moment où tu l'as diffusé, je me voyais encore dans la salle avec une copine prof quand je suis allé le voir. C'est, je suis sorti de ce film tétanisé. Voilà. Alors moi, je l'avais plutôt choisi pas parce qu'on va en parler un peu plus tard dans notre échange, mais l'initiative que tu as initiée avec plusieurs de tes confrères et consoeurs facilitateurs autour de l'enseignement. Donc, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais voilà, c'était un peu le clin d'œil aussi, pour cette partie-là de notre échange. Je l'ai bien perçu, mais voilà, j'étais obligé de te partager parce que là, ces derniers jours, c'était ça. Bien sûr, non, mais c'est intéressant ce que tu racontes. Ça me donne... je vais le noter, peut-être que si je le trouve, soit au cinéma, soit ailleurs, je le regarderai. Et du coup, ouais, il y avait aussi le Lego, évidemment, parce qu'on ne peut pas te présenter sans, sans parler de Lego. Et du coup, voilà, je te tends une perche pour te présenter. En quelques mots, est-ce que tu peux nous raconter qui t'es, ce que tu fais, etc. Alors, aujourd'hui, je suis facilitateur en entreprise. J'ai créé ma propre structure qui s'appelle Brick 24. Brick 24 comme brique 2x4, qui est la première brique créée par Lego. Et là, il y a une stat très étonnante qui est que si tu prends 6 briques 2x4 que tu assembles ensemble, il y a un peu plus de 915 millions de possibilités d'assemblage ou un tout petit peu moins. Voilà, il y a un mathématicien danois qui a calculé ça. Et je me suis toujours dit que si avec 6 briques, on pouvait on pouvait trouver 915 millions de réponses à une combinaison d'assemblage, on devait bien pouvoir résoudre quelques problématiques avec beaucoup plus de briques. Et voilà, d'où le nom de la boîte. Et aujourd'hui, j'essaie d'accompagner autant que possible les entreprises qui ont envie de développer la capacité des individus au sein de leur structure à travailler de façon collaborative et efficace. Voilà. D'accord. Et du coup, forcément, tu as été témoin au cours de ton expérience professionnelle d'expériences de coopération ou de collaboration, d'ateliers collaboratifs de nombreuses fois. Et est-ce qu'il y en a un atelier ou un exemple de coopération qui t'a le plus marqué ces dernières années? Et est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Dans les ateliers que je déploie, alors j'ai créé pour le coup un atelier très spécifique qui s'appelle le défi collaboratif Lego et que je pense, je sais je suis le seul cinglé à le proposer parce qu'il faut quelques centaines de kilos de Lego et des gens assez fous pour s'y consacrer. Et c'est une mise en situation collaborative de tout un groupe avec un seul objectif commun. Et ce qui est très étonnant, c'est que quel que soit le milieu dans lequel je le joue, le type de personne qui est en face, il se reproduit quasiment systématiquement les mêmes schémas comportementaux, les mêmes difficultés à communiquer, à penser client final, mais aussi client interne, qui est mon fournisseur, qui est mon client interne, et difficulté à prendre du recul une fois qu'un projet est lancé pleine balle. Voilà. Donc, c'est celui-ci que je préfère. Parce qu'historiquement, peut-être que c'est celui que j'ai créé il y a plus longtemps. Aujourd'hui, je l'ai joué 176 fois. Donc, pour le coup, j'ai un vrai recul sur ce qui peut s'y passer. Et c'est celui qui me fascine le plus, en fait. Ouais. Ouais, tu détiens plusieurs records, je crois, en plus, avec tes clients. Ah, je ne détiens pas de record, c'est eux qui les détiennent. Voilà. On l'a joué, pour le coup, avec un groupe de BTP, qui est le groupe Brillant, je peux les citer, à 215 personnes. Et 215 personnes qui travaillaient à fabriquer une espèce de domino-day géant où ils avaient chacun un rôle à jouer pour que ce truc-là se passe en un seul mouvement. C'était juste fou à voir et à observer. Voilà. Et ce qui est génial, c'est de réfléchir avec les gens après à ce qui s'est joué, la façon dont ils se sont organisés. Ça me fascine. Ouais, c'est le feedback aussi qui est intéressant, c'est-à-dire ce qu'ils ont vécu et comment ils ont vécu l'expérience. Ouais, c'est ça qui est aussi parfois un peu, qui est révélateur, quoi. En tout cas, oui, moi je pense qu'on n'apprend pas grand-chose du jeu, on apprend du débrief du jeu ou de l'expérience et des interactions qu'on peut avoir les uns avec les autres par rapport à ça.
Et c'est ça que j'aime dans mon métier. C'est que moi, j'ai une approche ludopédagogique où je mets forcément les gens en situation de jeu. Et c'est tout le débrief qui arrive derrière qui est intéressant. Le moment où tu prends du recul, tu te poses les bonnes questions, tu essaies de voir comment tout ça, ça résonne par rapport à ta réalité quotidienne. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Ouais. Mais parce qu'effectivement, le jeu, tu l'utilises beaucoup, hein, parce que tu utilises le Lego, mais tu utilises aussi, je crois, l'Empathy Toy, des choses comme ça. Et en fait, je me souviens d'un atelier auquel j'ai participé où tu parlais de la main c'est, c'est-à-dire qu'on lâche le mental à ce moment-là, ce qui fait qu'on n'est plus dans nos réflexes, j'imagine, habituels, qui fait qu'on lâche tout et qui fait que le débrief est d'autant plus intéressant parce qu'en fait, on n'a pas été dans le mental à ce moment-là, on a peut-être été plus dans l'intuition. C'est ça qui passe à travers le jeu ou Ouais, bah alors là, ce dont tu parles, c'était le Lego Serious Play. Ouais. Effectivement, je t'avais fait découvrir l'atelier et cette faculté qu'on a à rendre concret nos idées en les modélisant. Et puis, en fait, ce que j'aime dans le jeu et que je retrouve souvent, c'est que ça vient souvent révéler des comportements vraiment bien ancrés. Platon disait, on en apprend plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Et très souvent, je peux me dire, enfin, je me dis que waouh, il y a plus de 2000 ans, il y a des gens qui avaient compris ça. Et c'est très drôle. Voilà, c'est vrai, les gens sont plus dans le même rapport et sont beaucoup plus authentiques, etc. Mais du coup, ça pointe du doigt aussi des comportements parfois déviants de façon beaucoup plus rapide et que les gens ne feraient pas émerger autrement. Donc ouais, c'est très intéressant pour ça. Ok, et du coup, toi, comment tu en es arrivé en fait à t'intéresser au collaboratif et à la coopération c'est quoi ton moteur, ta motivation? Alors le hasard, d'une part, et puis mais un parcours de vie. Ben après, toi et moi, on s'est rencontrés chez les Scouts de France pour le coup, et où l'aspect coopératif, il est déjà très présent et jeune parce qu'on s'est retrouvé chef, entre guillemets, de jeunes enfants qu'il fallait qu'on encadre, qu'on emmenait en camp avec tout ce que ça voulait dire et faire avec les cultures différentes de chacun, les points de vue, etc. Donc je crois il y avait déjà une part qui était présente là. Et puis dans mon parcours pro, après, ben, j'étais pendant longtemps l'interface entre un bureau d'études, un atelier d'assemblage donc plutôt entre des ingés et des opérateurs. Et c'était drôle, pas tous les jours d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, c'était très enrichissant de voir comment ces deux univers qui étaient censés produire des produits enfin, faire des produits pour un client commun se tiraient parfois dans les pattes. Et de fil en aiguille, après, ben, je me suis mis en congé parental. Et puis pendant mon congé parental, je suis allé dans l'école de mes filles pour faire jouer des enfants avec des Legos. Puis j'ai observé des enfants jouer au Lego et je me suis dit, waouh, c'est juste dingue de voir des enfants jouer parce qu'en fait, la coopération, c'est naturel chez eux. Il y a très peu de rapports de force. Voilà, ils s'échangent tout, ils copient les uns sur les autres, ce qu'on ne fait pas dans le monde de l'entreprise. Et ça a été une révélation. Vous allez me dire, si les enfants apprennent comme ça, pourquoi on a arrêté de faire ça? Pourquoi on réinvente tout à chaque fois? Pourquoi on ne s'appuie pas les uns sur les autres? Et du coup, mais voilà, j'en suis venu à utiliser le jeu, à le proposer à des adultes de venir tester un projet collaboratif. Et puis, les personnes ont trouvé ça chouette, m'ont demandé d'intervenir dans leur entreprise, de voir que ça faisait émerger plein de trucs. À l'époque, c'était vraiment jouer pour jouer, même si j'avais l'esprit déjà de faire jouer pour collaborer. Mais j'avais aucune idée de ce que c'était que la facilitation, de ce que c'était que débriefer. Et puis je me suis formé, j'ai fait évoluer mes activités en fonction de ça, découvert plein d'autres outils ludopédagogiques. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me plaît, voilà, parce que je trouve ça fort et le jeu permet vraiment de le pointer du doigt. Du coup, je fais une petite précision parce qu'on parle dans la facilitation, on parle beaucoup d'ateliers collaboratifs, de collaboration. Ouais. Collaboration et coopération, est-ce que toi, tu y vois une nuance, une différence ou pas? Oh, ouais, c'est une bonne question, ça. Est-ce que collaboration, coopération? En fait, moi, à partir du moment où les êtres humains ont l'envie de travailler ensemble pour résoudre des problématiques ou pour faire avancer des projets, je crois que c'est l'un et l'autre. Donc, Mm. voilà, je ferai pas la distinction, Ouais. clairement. Voilà. Bon, moi non plus, je la fais pas, mais je me suis dit peut-être que quelqu'un l'a fait. Je vais poser la question à mes invités, on verra. Après, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en France, le terme collaboration
est à prendre avec des pincettes. Oui. L'histoire de France fait que c'est pas rien de parler de collaboration. Donc, effectivement, parfois, sémantiquement, il vaut mieux mettre du coopération, ça passe mieux. Bah, tu vois, c'est la question qui s'est posée pour le titre de ce podcast, parce qu'à un moment, je dis oui, mais en fait, collaboration, oui, mais je peux pas mettre esprit de collaboration, c'est pas possible. Donc, c'est coopération qui est venue après. Mais oui, je me suis posé la question, tu vois, et je me suis dit, oula, terrain glissant. Ouais, c'est très questionnant. Quel retour te font toi, les équipes, du coup, quand tu fais justement des ateliers collaboratifs? Tu parlais de feedback tout à l'heure. C'est quoi un peu ce qui ressort après coup dans les grandes idées, hein, j'imagine que chaque cas client est différent, mais si tu avais des grandes tendances à nous partager de retour. Qui perçoivent mieux pourquoi les embrouilles débutent très facilement. Et la difficulté souvent à prendre du recul quand les projets sont lancés. Et comment, en fait, en quelques minutes ou une demi-journée, une journée d'activité ludopédagogique, justement, on provoque ce choc qui permet de se dire, ouh là là, c'est vrai que des fois, je ferais mieux de me poser et de réfléchir un tout petit peu. Je suis en train de perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de choses parce que je suis lancé et je fais pas le pas de côté nécessaire. Donc, en tout cas, ça ouvre vraiment l'esprit après aux équipes qu'on a à se dire, OK, comment on transforme tout ça dans notre réalité quotidienne? Comment on évite de reproduire ce qu'on a reproduit dans les mises en situation que tu nous as proposées? Parce que globalement, je suis très bienveillant, mais dans mes mises en situation, j'aime bien que ça pique et en général, il y a des pièges. Voilà. Ouais. Parce que je crois qu'on apprend plus d'une erreur qu'on débriefe que d'une réussite sur laquelle on est tous à se congratuler. Donc, en général, ça pique un peu. Voilà. Ouais. Ouais, ben en même temps, oui, ça sert à ça aussi, c'est d'aller chercher pour améliorer, quoi. De toute façon, c'est un peu aussi pour ça que viennent, a priori, les clients viennent chercher des facilitateurs. Exactement. J'imagine, enfin j'espère. Je suis pas encore complètement dans le jeu, mais. Ouais, mais tu vois, justement, utiliser du jeu, tu as aussi le côté, non, on a envie de passer un bon moment avec nos équipes. Et j'ai beau très souvent dire aux gens et à mes clients ou aux prospects, en tout cas, passer un bon moment et c'est pas parce que j'utilise des jeux que vous allez passer un moment ludique, en fait. Enfin, ludique, si, mais un moment agréable. Parce que oui, après, suivant les problématiques que vous rencontrez, j'ai en tête un atelier qui s'appelle le labyrinthe. Les gens me disent tous, ouah, ouais, super, collaborer, résoudre des problématiques ensemble, on sait bien faire. Et en général, bon voilà, le labyrinthe démontre que c'est loin d'être simple. Et les gens me disent, ah, je ne pensais pas qu'on pouvait être dans cet état-là avec un jeu. Et si un jeu, c'est pas forcément que drôle. Voilà, ça sert aussi à faciliter les apprentissages et ils ne sont pas tous simples. Voilà. Ouais, c'est pour ça, c'est ce qu'on appelle les serious games, c'est-à-dire que derrière, il y a une base, il y a un objectif d'apprentissage et de progression, quoi. Exactement. Donc pour ça, à un moment, il faut bien amener le groupe à se confronter, entre guillemets, à ses propres croyances limitantes, ses propres erreurs, etc., pour progresser. En tout cas, c'est pour ça que moi, je viens. Donc c'est pas toujours drôle. Ouais, tu m'as aussi parlé, on a eu un échange aussi sur le métier de facilitateur il y a quelques temps. Et tu m'as parlé d'un de tes plus grands kiffs qui était quand tu arrives dans une facilitation, enfin, dans un atelier, à laisser les fous gérer l'asile. Tu peux nous parler de son auteur? Alors, son auteur, c'est Tiagui. Donc, Tiagui, c'est alors, il a un nom à rallonge, hein, mais je ne te le citerai pas. C'est un vieux monsieur qui vit aux États-Unis, qui est d'origine indienne, qui a un peu plus de 80 ans, et qui est, je pense, un des premiers créateurs de jeux sérieux en entreprise. En tout cas, il en crée depuis 60 ans, et il s'est fixé pour objectif d'en créer un par jour. Alors, autant dire que la littérature sur le sujet est énorme. Mais Tiagui a une approche que, qui, moi, m'a tout de suite parlé, c'est qu'il est spécialisé dans la facilitation et la formation de très grands groupes de participants. Et c'est ça que j'adore dans mon métier. Moi, je ne suis pas très adepte des formations à 6-8 personnes ou des séminaires avec une vingtaine de personnes. Moi, plus il y a de fouilles dans l'asile, plus ça me fait kiffer. Et donc, Tiagui a cette phrase-là, il faut laisser les fous gérer l'asile. Et je crois que c'est ça le rôle d'un facilitateur, c'est de créer le cadre, finalement construire les murs de l'asile et à l'intérieur que les règles soient suffisamment bien comprises par tous pour que les fous puissent le gérer l'asile.
Et c'est ça que j'aime dire. En tout cas, c'est comme ça que j'envisage la facilitation. Voilà. Moi, le contenu, je ne le connais pas, mais je crée le cadre. Oui, t'es pas expert du contenu sur lequel vont travailler tes clients, mais par contre, tu t'es garant en fait du cadre, de la méthode et du déroulé, quoi. Ouais, et de l'atteinte de l'objectif C'est qui est ça. visé. Voilà. Et c'est vrai que Thiagui m'a beaucoup. J'ai eu la chance d'être formé par lui pour le coup. Et c'était drôle, c'est une formation où on était 42. On aurait été 200, c'était pareil. Et j'ai rarement vu un formateur être capable de s'adapter en direct aussi rapidement à la moindre question. En fait, la moindre question qui était soulevée dans la formation, Thiagui l'a transformée immédiatement en activité ludopédagogique pour tous les participants. Et on l'aidait, enfin, on l'aidait. Non, et il nous faisait bosser pour qu'on résolve la question qui était soulevée. Voilà. Et Thiagui a aussi cette phrase, il dit le vrai bon atelier, c'est celui où tu t'assois quand tu arrives en début de journée, tu t'assois, tu ne fais rien et tu repars le soir et les gens te disent c'était formidable. Donc voilà, tout ça, ça exige un peu de prépa, mais voilà, un peu, c'est un euphémisme, C'est mais ça. voilà, j'aime beaucoup ce côté lâcher prise et en plus, quand les gens sont très nombreux, tu n'as pas d'autre choix que ça. Bah oui, parce que évidemment, on peut pas tout seul gérer 45, 50 personnes sans leur faire un minimum confiance et sans être un minimum, enfin, pas en retrait, mais dans une position qui permet d'être plus observateur que acteur, quoi. Ouais, après, voilà, il faut juste avoir créé les conditions qui vont leur permettre d'échanger dans le bon cadre. Mm. Du coup, ouais, en ludopédagogie, j'ai envie d'enchaîner justement sur l'enseignement, sur Nous sommes le système dont tu vas nous parler. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette initiative? Eh ben, il y a un peu plus de 3 ans et demi, j'ai fait une conférence lors d'un Agile Tour, donc c'est des événements liés au milieu de l'agilité qui se déroulent un peu partout. C'était à Nantes et je soulevais une question un peu provoque, c'était l'école forme-t-elle à l'agilité? Avec un regard plutôt négatif de ma part en disant bah, bien sûr que non, elle ne forme pas à l'agilité. Mais c'était de pousser chacun et chacune à réaliser finalement que l'école a beau avoir plein de torts, et l'école, je parle de l'institution, je parle des enseignants, je parle de tout ça, euh, tous ces torts-là étaient peut-être totalement retournés, enfin, pas galvaudés, mais enfin si. Pour te donner un exemple concret, on veut tous que l'école change en tant que parents. On se dit tous, il faut que ça change. C'est pas possible. Il y a de la souffrance, il y a des trucs. Les enfants savent plus écrire, machin, etc. Sauf qu'il ne faudrait pas que l'école change l'année où ton enfant rentre en petite section de maternelle. Ben non, c'est quand même pas rassurant. En grande section non plus, il prépare le CP. En CP, il va apprendre à lire et à compter. Après, en CM2, il se prépare pour le collège. En sixième, c'est le moment où il rentre au collège. C'est très questionnant. En troisième, il prépare le lycée. Ou en seconde, première, terminale. Bref, ça laisse plus beaucoup d'options pour que l'école puisse changer. Et en fait, je me suis amené à me questionner sur est-ce que c'est pas nous, les parents, qui bloquons le plus le changement dans l'institution? Alors, ce serait beaucoup trop réducteur de dire ça, mais en tout cas, j'en avais un petit peu marre qu'on tape sur la tête des profs, qu'on tape sur la tête de l'institution aussi, alors même qu'il y a des tas d'innovateurs là-dedans et que je ne connais pas un parent qui m'a pas dit oui, il faut que les choses évoluent, mais qui, quand il se confronte à une nouvelle pédagogie, est très inquiet quand ça concerne son enfant. Donc, du coup, je me suis dit, est-ce que finalement, le système, c'est pas nous? Donc, j'ai créé un truc qui s'appelait Nous sommes le système et j'ai deux copains facilitateurs qui, à la suite de la conf, m'ont appelé pour me dire, OK, c'était super, tu as soulevé plein d'idées et qu'est-ce qu'on fait concrètement? Voilà. Et donc, Steve Evers, pour le coup, m'a appelé. C'est lui qui m'a appelé en me disant Perrine Baudimont est super intéressée aussi avec moi, qu'est-ce qu'on fait? Et bon, on s'est dit, dans 6 semaines, on fait une formation où on va partager nos outils de facilitation en intelligence collective aux enseignants qui auront envie de venir les apporter et de passer d'une posture plutôt prof avec du contenu de façon descendante à prof qui passe à l'arrière de la salle et qui laisse un petit peu les fous gérer l'asile. Voilà. Et de fil en aiguille, on a formé pas loin de 100 profs aujourd'hui en présentiel, énormément en visio aussi, parce qu'en mars 2020, au moment du premier confinement, auprès des profs qu'on avait formés, on s'est aperçu qu'ils étaient en énorme souffrance. La plupart ne savaient pas déployer des cours en distanciel. Et nous non plus, ça tombait bien, notre métier s'était complètement arrêté en présentiel. Et en fait, on s'est servi de ces profs-là comme d'un labo pour expérimenter des pratiques à haute interaction en ligne
mais à haute interaction avec les moyens de l'éducation nationale. Et c'est là que ça rejoignait la philosophie de Tiagui. C'est-à-dire que accéder à Klaxoon, à WooClap, à tous ces trucs-là, c'est difficile pour des élèves. Donc, comment, avec une simple appli qui a un chat, une fonction sous-groupe, tu peux créer de l'interaction en permanence et amener les groupes à réfléchir. Donc, on a énormément progressé avec eux, on les a fait énormément progresser, il faut se le dire. Et, euh, et puis, il y a ce côté de, en touchant un prof à qui tu fais prendre conscience qu'il peut avoir un impact positif et négatif sur un enfant, tu touches potentiellement des dizaines, voire des centaines d'enfants sur la carrière d'un enseignant. Et c'est probablement le truc le plus efficace que je puisse faire pour participer à une société que je trouverais plus coopérative ou Mm. collaborative. Ouais, ouais. Je sais plus où est-ce que j'ai lu, tu parlais de grande frustration en fait quand tu travailles avec les adultes, de t'apercevoir que, et tu en parlais au début de l'échange, que les enfants, ils ont ce don naturel en fait de coopérer et d'apprendre les uns des autres sans qu'un adulte intervienne d'ailleurs. Hein. Souvent, on n'a pas besoin d'intervenir pour que ça se passe. Et que du coup, c'est aussi ça qui t'a motivé à créer cette initiative, c'est de dire, bah, voilà, si on commence par cultiver l'esprit de coopération à l'école, on aura des adultes après qui seront hyper à l'aise avec cette coopération en entreprise et ça va initier un changement plus important que essayer de réparer des adultes ou de remodeler des adultes et de leur apprendre à coopérer alors qu'ils savaient le faire petit, quoi. Ouais, alors c'est pour ça, il ne s'agit même pas de leur apprendre à coopérer, il s'agit juste de rallumer cette petite C'est flamme ça. qu'on a tous au départ. Euh, et, euh, Et garder à l'esprit effectivement que la façon dont est organisé le système scolaire aujourd'hui est peut-être pas la meilleure façon de promouvoir la coopération. On est beaucoup centré sur les résultats individuels, sur l'évaluation individuelle pour obtenir les meilleurs résultats possibles et puis obtenir les meilleures places possibles et puis passer les concours et obtenir les meilleures écoles possibles pour finalement, pas grand-chose au vu des défis qui nous attendent au niveau planétaire. Et du coup, j'avais vraiment envie que cet esprit que moi j'ai pu mesurer quand j'intervenais dans les écoles, je suis intervenu dans un peu plus de 400 classes quand même avec mes Lego à une époque. Et il y a une vraie démarcation entre la grande section et le CP. Le moment où les enfants en maternelle apprennent en jouant et plutôt de façon collaborative par petits îlots, etc. Et ne sont pas centrés sur un seul et même moment à tous faire la même chose, ou en tout cas beaucoup moins que à partir du CP où on assoit les enfants derrière une table et pour plutôt bouffer du contenu, et où la notion de jeu disparaît quasiment intégralement. Et du coup, la notion de ne copie pas sur les autres commence à apparaître. Et elle ne fait que croître pour moi, parce que derrière, tu débouches sur des concours, des machins, etc., où on t'explique qu'il ne faut pas tricher, et ça, c'est important, voilà. En tout cas dans la pensée populaire. Et, euh, et ce qui m'a toujours étonné, c'est de constater quand on fait des ateliers collaboratifs en entreprise, notamment le défi collaboratif, d'entendre autant d'adultes dire à d'autres, alors qu'ils travaillent sur le même projet, que c'est très clair dans les intentions du jeu, copie pas sur moi. Mais le copie pas sur moi, en fait, à part à l'école, je vois pas où cette phrase a pu être inventée. Et donc, j'avais envie de déconstruire ça et de me dire, mais c'est pas possible qu'encore à 40, 50 balais, on soit là, copie pas sur moi. Eh ben si, justement, si une initiative marche très bien dans une entreprise, sur un territoire, à l'échelle d'un pays, dans un autre pays, pourquoi on réinventerait la roue, quoi? Je veux dire, ça existe déjà, appuyons-nous là-dessus. Et c'était vraiment cette intention-là. C'est de dire aux profs qu'on forme aussi, les outils qu'on vous amène, c'est pas des outils qu'on a inventés, tout existe. Vous vous mutualisez déjà beaucoup, eh ben, on a envie de mutualiser avec vous. Voilà. Mm. Ouais, c'est très intéressant. Moi, j'ai tout de suite là en mémoire une réunion de parents et tu parlais des parents. Hein. Nous sommes le système, tu parlais des parents de ma fille en CM2 avec un prof qui était complètement dans le collaboratif et dans la coopération et qui tenait à peu près le discours que tu tiens, hein, donc, mais qui a beaucoup fait peur aux parents à cette réunion-là. Moi, j'étais super enthousiaste. Je dis, mais génial, mais enfin, enfin un enseignant qui a compris le truc. Mais effectivement, j'ai senti la peur chez les adultes, alors que ils ont été des enfants, ils ont effectivement coopéré et que l'éducation, leurs expériences ont complètement tué le truc au début, quoi. Enfin, c'est-à-dire que ça a complètement gâché cet élan naturel, comme tu le dis. C'est dommage, quoi, parce que C'est- Effectivement, c'est dommage.
c'est la meilleure année que ma fille ait passée à l'école, quoi. C'était top parce que c'est le CM2, donc ça l'a super bien préparée pour la sixième. Et d'ailleurs, et elle reparle de cet enseignant. Pareil, tu partageais, je ne sais plus à quel moment, des petits mots de gens qui témoignaient sur les enseignants qui les ont marqués. Et effectivement, c'est le genre d'enseignant qui marque les enfants, quoi. Exactement. Et si un enseignant peut marquer positivement les enfants, il peut malheureusement marquer aussi négativement les enfants, mais de la même façon que n'importe quel humain qui interagit avec un autre peut créer ça. Mais en intervenant auprès des enseignants, c'est vraiment un truc, lors d'une conférence qu'on a pu faire avec Perrine en novembre dernier à Toulouse. Justement, on a amené les gens à réfléchir à un prof qui les avait marqués négativement sans trop nous le verbaliser. Moi, je balancerais bien le nom d'un prof, mais bon, voilà, non, ce ne sera pas l'objet. Et après, à un enseignant qui les avait marqués positivement. Et on leur a permis, à tous les participants qui étaient dans la salle, d'écrire une carte de remerciement à cet enseignant et de la scotcher sur le mur en sortant de la conférence. Et avec Perrine, on a été sciés en découvrant que la plupart des personnes qui avaient été là avaient mis des mots avec des choses, mais d'une profondeur, avec des choses, mais aussi simples que je vous dois ce que je suis devenu aujourd'hui. Ou alors à une époque où mes parents ne me parlaient pas, vous étiez le seul qui était là à me parler, à m'écouter. Vraiment des choses d'une profondeur et d'une puissance et qu'on a fait émerger lors d'une conf, donc tu vois, en 5 minutes. Et on s'est dit, waouh, en fait, quel métier peut laisser un impact aussi fort pour que 20, 30, 40, 50 ans après, tu t'en souviennes. Enfin, à part un fermier ou le chirurgien qui va te sauver la vie, parce que voilà. Euh, voilà. Et on trouve que ça, c'est magnifique. Ça, c'est un pouvoir qui est donné aux enseignants qui est super et qui, effectivement, nécessite aussi de prendre plein de précautions parce que j'ai pour le coup, hein, quelqu'un qu'on pourrait appeler un copain prof qui m'a dit il y a plusieurs années mon objectif, c'est de faire le moins de dégâts possible. Et pendant longtemps, je lui ai dit, oh, c'est quand même vachement extrême, quoi. Et tu t'aperçois que plus tu interagis avec des humains, plus chacune de tes paroles peut engendrer des conséquences que tu maîtrisais pas. Et quand il s'agit de former des enfants, de participer à leur éducation, oui, peut-être que le but, c'est de faire le moins de dégâts possible. J'en suis persuadé. Donc voilà. Ouais. Ouais, ils ont mais du coup, c'est une lourde responsabilité pour eux. Enfin, je trouve que il y a un poids sur eux qui pèse. Donc, je suis assez bluffée que tu aies des profs et que tu aies de nombreux profs qui participent à ça en se disant bon, ok, j'ai cette responsabilité, mais je me prends en main et j'y vais et j'essaye de sortir de l'isolement, de partager. Enfin voilà, il faut de la ressource pour réussir à oser ça, quoi. Ouais, d'autant plus qu'on arrive avec une approche très clairement centrée entreprise, c'est-à-dire qu'on vient partager ce qu'on fait en entreprise et que s'il y a bien encore deux milieux qui sont très, très distincts et cloisonnés, c'est le fait que l'école ne forme pas à faire des futurs collaborateurs en entreprise. J'ai lu plein de bouquins de pédagogie géniaux l'été dernier et je me suis fait la réflexion à chaque fois. Les enseignants qui rédigeaient les bouquins disaient on n'est pas là pour former des gens à travailler en entreprise, etc. Alors même que la plupart des enseignants ne savent pas vraiment ce qui s'y passe en entreprise et il peut s'y passer des choses juste magnifiques. Donc voilà, il y a tout ce côté. Ces deux milieux ne se connaissent pas, s'apprivoisent pas. Les entreprises disent oui, les écoles font pas ce qu'il faut, mais en même temps, qu'est-ce que les entreprises font vers les écoles? Enfin, voilà, je pense qu'on gagnerait tous à rééchanger et à reconnaître que malgré tout, au sein de l'éducation nationale, il y a des innovateurs de dingue, vraiment. Et c'est juste que c'est un milieu assez fermé, assez peu ouvert sur l'extérieur, et donc effectivement, y pénétrer, c'est pas facile, et faire valoir le fait qu'à l'extérieur de ce milieu-là, il peut se passer des choses intéressantes. C'est pas toujours facile. Ça veut pas dire que c'est pas possible, hein, très clairement, mais c'est pas toujours facile. Donc ouais, je trouve ça très courageux de la part d'enseignants de se dire, tiens, on peut aller voir un petit peu ce qui se passe à côté. Et souvent, le retour qu'ils nous font, c'est en fait, le milieu de l'entreprise, on n'y connaît rien parce qu'un jour, on est passé d'un côté du bureau à l'autre et entre-temps, on n'a rien connu d'autre que l'école. Donc, savoir ce qui est vraiment intéressant en entreprise, comment ça s'y passe, plutôt que de dire que c'est les temps modernes où on est là pour serrer des écrous sur une chaîne de montage, pour beaucoup d'enseignants, c'est une vraie nébuleuse.
Donc ouais, c'est hyper courageux. Il faut beaucoup de ressources pour y aller. Ouais, c'est pas rien. Bah oui, Ouais. c'est pas rien. Et puis du coup, vous faites le pont, quoi. Vous faites le lien entre En ces tout deux cas, on milieux. tente. On Ouais. tente. Ouais. Euh, Vous appréciez cet épisode? Je vous invite alors à laisser un commentaire ou à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous. Vous m'aiderez de cette manière à diffuser encore plus largement l'esprit de coopération. Et revenons maintenant à notre échange avec Damien. Du coup, j'étais en train de me dire, je me posais la question, parce qu'on ne l'a pas défini. Quels sont pour toi en fait les piliers, les bases d'une coopération réussie? Enfin, comment on arrive à faire coopérer des humains ensemble, quoi. C'est quoi s'il y a une recette, je ne sais pas s'il y en a une. Ah bah, Mais, s'il y en avait une, il y a bien longtemps que je la vendrais partout. Je crois que c'est juste créer un cadre d'échange respectueux, euh, permettant à chacun de s'exprimer sans être influencé par ce que peuvent dire ou penser les autres. Donc, dans mes ateliers, il y a beaucoup de choses qui reposent sur l'expression de de ce qu'on peut ressentir, de ce dont on peut avoir besoin. Et justement, par un jeu d'anonymisation ou d'échange en petits groupes, ça évite de tomber sur tous les biais sociétaux, d'effets moutons, de conformisme, etc. Donc, c'est trouver le bon système pour permettre à chacun de s'exprimer sans être trop influencé par l'autre. ouais, Voilà. et d'être vraiment connecté à soi et pas se sentir un regard ou un jugement et se dire non, je vais surtout pas dire ça parce que Ouais, il y a le boss qui est là ou parce que j'ai mon manager ou parce que mon collègue m'a déjà fait une remarque là-dessus, quoi. et là, on peut refaire un lien très rapidement avec l'école. Ouais. Quand on t'interroge et qu'on te met au tableau devant tout le monde, et si tu réfléchis à comment tu te sens, bah, quand tu es un très bon élève, c'est cool. Quand tu es un élève un peu plus moyen, c'est difficile. Et quand tu es un mauvais élève, c'est l'enfer. Et encore une fois, il faudrait aussi se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un bon, un moyen ou un mauvais élève. Voilà. Même, je pense, ou même aux personnalités, il y a des extravertis pour qui ça va être super facile, et puis il y a des introvertis pour qui, même bons élèves, vont se retrouver dans une grande difficulté, enfin, de se retrouver en grand groupe, à devoir prendre la parole devant 30 élèves, quoi. C'est pareil en entreprise. Exactement. Et l'avantage qu'il y a, c'est que pour beaucoup de personnes, de grands dirigeants, etc., il y a du média training, il y a vraiment de la formation pour ça. Mais quand les groupes sont lancés, qu'il y a plusieurs dizaines, centaines de personnes, effectivement, c'est pas évident de trouver le moyen pour chacun de s'exprimer, de faire valoir ses idées sans se faire démonter par les autres. Donc c'est pas simple, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de trouver ce cadre-là. Ouais, et donc c'est la facilitation qui permet ça, parce qu'effectivement. Ah, et puis la culture des entreprises aussi, hein, Mm. globalement, les facilitateurs, on n'est pas des magiciens non plus, hein. C'est quand on intervient, c'est très facile de nous faire intervenir et puis de mettre un pansement sur une jambe de bois et de dire ah bah, c'est bon, on a traité le problème, quoi. Mais si derrière la culture de l'entreprise, elle n'est pas prête à bouger, si la direction a pas conscience que c'est pas juste en secouant le bas de la pyramide qu'il va se passer des trucs, parce qu'on peut libérer l'énergie du bas de la pyramide, hein. Si le haut de la pyramide décide de pas bouger, Oui, le bas de la pyramide, au bout de deux, trois fois, il bougera plus, quoi. Et donc, tout le monde se complaît dans le truc à dire que ça va pas. Donc, la vraie difficulté, c'est ça. C'est d'anticiper que les orgas, comme elles pouvaient être il y a 50, 60 ans pour la plupart, ben, elles sont amenées à bouger parce que de toute façon, le monde dans lequel on est ben, avance très vite et est très fortement chamboulé. Et c'est ça que j'aime bien, moi, c'est provoquer ce changement à l'échelle globale d'un groupe avec plein de niveaux hiérarchiques différents. Et puis derrière, permettre, pour le coup, souvent à des partenaires d'accompagner plus fortement les comités de direction à réfléchir à, OK, qu'est-ce que ça veut dire en termes de restructuration de notre organisation, de positionnement de chacun des cadres de la boîte, de comment, en tant que codir, on peut montrer l'exemple, etc. Voilà, moi, j'aime traiter les très grands groupes. Et après, j'aime bien m'appuyer justement sur l'intelligence collective de mon réseau pour aller ben, plus précisément accompagner les, les gens qui, à un moment, vont devoir déployer tout ça à l'échelle d'un groupe. ouais, ouais. Ouais, parce que ça ne suffit pas d'une journée et après, et puis on n'en parle plus, quoi. Ah ben non, justement, en une journée, tu peux créer des attentes énormes et une frustration encore plus importante.
parce que tu fais miroiter des tas de trucs, tu fais miroiter le fait que tu fais émerger des idées, des solutions, etc. Et si derrière, tu l'anticipes pas en prévoyant la façon de le traiter, de le mettre en application, faut pas s'étonner que les gens après aient plus envie. Et voilà, quand tu sollicites les gens, quand tu crées des attentes, à un moment, il faut y répondre, Ouais. sinon ça marche pas. Ouais, donc en synthèse, ouais, la recette, ce serait un bon cadre, Hum. des managers et des opérationnels qui sont mis, on va dire, à même niveau, c'est-à-dire que l'opérationnel ou le manager se retrouve en relation horizontale et pas verticale en se disant c'est moi qui ai raison, et puis finalement, même si vous avez des bonnes idées, moi je trouve que c'est pas une bonne, donc on laisse tomber et puis on met pas en action. Donc ça, c'est voilà, c'est la deuxième recette. Et les freins, ouais, ouais, l'idée, c'est que derrière, il y a quand même de l'action, parce que sinon ça ne servait à rien, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Exactement. Et du coup, après, tu peux plus remobiliser les forces. Voilà. Donc oui, effectivement, il y a un bouquin qui s'appelle La sagesse des foules, qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle James Surowiecki, qui parle de 3 ingrédients clés pour qu'une foule soit intelligente. Et dans ceci, effectivement, il y a le fait. Alors là, j'ai plus les termes tout de suite, c'est fou parce que je forme les gens avec ça et là, ils me viennent plus. Mais bon. Mais effectivement, il y a ce fait d'être tous sur un pied d'égalité, ça c'est important, et que permettre l'échange, quel que soit le niveau hiérarchique, chacun peut avoir. Et puis il y a cette notion de diversité aussi. Pour mobiliser l'intelligence collective, si tu mobilises que des experts d'un sujet ensemble, à travailler ensemble, il est très peu probable qu'ils aient des regards vraiment qui permettent la divergence et d'embrasser différents points de vue et de se remettre en question. Donc moi, ce que j'aime, c'est vraiment quand on mélange un maximum de monde et de niveau hiérarchique. Là, c'est Ouais. intéressant. Ouais, sinon, c'est de l'entre-soi et puis ça n'apporte rien, quoi. Exactement. Et du coup, tu es décorrélé de la réalité terrain parfois. Mm. Voilà. Ou enfin, et puis que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein. Quand des opérateurs viennent te dire, oui, là-haut, ils comprennent rien, machin et tout. Oui, mais bon, là-haut, ils sont aussi avoinés par les clients, ils gèrent aussi les chiffres et ils voient où en est le chiffre d'affaires. Et de la même façon, quand des cadres disent en haut, ils comprennent rien. Oui, mais eux, ils gèrent toutes les galères logistiques, etc. Ça, c'est un truc que j'observais vraiment très fortement dans l'industrie. Avec non, mais c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Oui, mais en fait, ils ont une autre réalité. Voilà. Mm. Donc, Et du coup, tu utilises aussi l'empathie touch. Je pense que ça résout ce genre de problématique. C'est-à-dire quelle est la vision de chacun et comment traduire pour que l'autre comprenne ma réalité. je sais pas si ça résout. En tout cas, ça pointe du Ça doigt, pointe du doigt ce qui dysfonctionne. ça pointe du doigt le fait qu'on n'est pas raccord. Ça, Oui, c'est c'est sûr. ça. Ouais, c'est un super outil pour le coup composé de 5 pièces en bois et qui permet à 2 personnes de se rendre compte comment finalement, quand je te dis O, tu comprends pas le même O que moi. Quand je te dis, enfin, c'est un peu la petite histoire du je te dis A, tu comprends B, tu répètes C, eux comprennent D et ils viennent me répéter E. Et c'est comme ça que commencent ces embrouilles. Et donc, cet atelier-là, il sert vraiment à faire émerger ça. Et puis après, justement, avec le débrief, avec le partage de trucs et astuces, on amène chacun à réfléchir à comment tu peux t'assurer de la reformulation enfin, de la bonne compréhension de ce que tu as dit, en faisant reformuler les gens, en donnant du feedback, etc. Donc, c'est toujours ça. Voilà, ces jeux-là, en fait, ils nous servent à recréer le contexte qui crée la difficulté et après à réfléchir à comment on peut la surmonter. Mm. Ouais. Et du coup, c'est une société. Alors, du coup, je me suis un peu renseignée. Je suis allée fouiller. Elle a créé aussi un jeu qui s'appelle. J'ai The Failure perdu. Toy, Ouais, voilà, c'est ça. le jeu de l'échec. Ouais, je suis en train de chercher, je ne l'ai pas là. Je suis en France, on peut le dire. Je suis le seul à en avoir autant. Et c'est un jeu sur le droit, enfin, sur la gestion de l'échec. Et quel rapport on entretient chacun avec l'échec. Et moi, où j'ai tout de suite perçu un truc qui m'intéressait dans le jeu, c'est que je ne crois pas que le droit à l'échec ne soit qu'un problème de culture d'entreprise. Je crois que c'est un problème beaucoup plus personnel qu'on peut avoir chacun avec notre propre rapport à l'échec. Et évidemment, la culture de l'entreprise, les fonctionnements décidés, etc., peuvent beaucoup influencer. Euh, mais voilà, il y a aussi cette part perso qui fait qu'on est plus ou moins apte à vouloir, à être prêt à échouer, etc. Et le jeu permet de le mettre en avant et permet à la fois de se questionner, OK, pourquoi moi j'ai ce rapport-là à l'échec? Et puis, bah, quand une entreprise, elle décide, par exemple, de mettre en place des primes variables en disant que ça va aider au décollage du chiffre d'affaires, etc., bah, ça permet de mesurer aussi
les précautions à prendre, les dangers que ça peut créer à long terme et la compétition que ça peut créer au sein de l'entreprise qui ne va pas forcément servir le client final. Alors oui, on va me dire que très souvent, ça permet de booster le chiffre d'affaires. Je suis toujours circonspect sur l'avenir à long terme de cet aspect compétition. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, bah c'est une des grandes questions que je me suis posée et qui m'a amené aussi à créer ce podcast. Et Marshall Rosenberg parle beaucoup de l'effet pervers en fait des punitions, mais aussi des récompenses. C'est-à-dire que en fait c'est une même pièce, hein, la récompense d'un côté et la punition de l'autre, mais c'est une même pièce. Et ça peut avoir des effets pervers. On a beau penser que c'est positif, ça peut avoir des effets pervers, quoi, la Carrément. récompense. Carrément, et on a la même chose en management avec ce qu'il y a à la motivation, avec la motivation intrinsèque et extrinsèque. Il est évident que l'extrinsèque, ça a de l'importance, hein, aujourd'hui, d'autant plus tout ce qui est revenu, salaire, etc. Au vu du contexte économique, dire ben non, on n'a qu'à pas bien payer les gens, de toute façon, c'est pas ça qu'ils attendent. Bien sûr que si, ça a de l'importance, mais je crois qu'il y a des leviers intrinsèques très forts comme la reconnaissance, l'atteinte des objectifs, d'un but dans la vie, etc., qui sont encore beaucoup plus forts et qui sont trop peu sollicités. Mm. Et c'est bien de ramener ça aussi, de se dire que Ouais. derrière, voilà, c'est pas tout le temps la carotte qui est C'est ça. intéressante. Et c'est ça qui est intéressant, si je crois, dans le travail collaboratif, c'est du coup l'engagement et le sens que ça donne aussi au travail des collaborateurs qui se sentent entendus, écoutés, et on crée grâce à ces ateliers-là un espace justement où ils sont entendus et ils participent à une œuvre commune, donc ils se sentent valorisés aussi d'une autre manière, quoi. Ouais, et puis pour arrêter de subir tout le temps les décisions, quoi. C'est un moment quand tu peux faire valoir ta voix, c'est intéressant et c'est justement une des problématiques pour le coup qu'on peut avoir avec notre système électoral. Là, je fais un tout petit peu de politique, mais qui fait que, ben oui, est-ce que nos choix de citoyens, hormis le fait de choisir et de voter pour quelqu'un, font que ça respecte nos idées, etc. Ben, en entreprise, c'est la même chose. Si on doit voter pour un patron, mais que finalement nos propres idées peuvent jamais remonter, pas sûr qu'on s'investisse très longtemps dans l'entreprise. Donc voilà. Ouais, c'est un des sujets que j'aimerais bien traiter aussi dans le podcast, c'est aller rencontrer une ville où la démocratie participative est vraiment ancrée dans le territoire et où il y a des vraies décisions qui se prennent par les citoyens. J'aimerais beaucoup, d'ailleurs, si quelqu'un a un contact à me donner, j'aimerais beaucoup aller traiter ce sujet. On arrive quasiment à la fin de cet échange. Alors, je vais parler un peu plus perso et tu me dis si tu veux pas en parler, je couperai, hein. Quand on a préparé, enfin quand on a échangé sur cet échange, tu m'as dit que dans ta vie perso, tu avais plus de difficultés à faire du collaboratif et du coopératif. Est-ce que tu acceptes de nous en parler? Quels sont tes principes? Pourquoi c'est difficile et quelles sont, à ton avis, tes principales difficultés? Ah bah alors, pourquoi en fait il vaut mieux faire appel, je vais le faire tourner autrement, pourquoi il vaut mieux faire appel à un facilitateur quand on rencontre une problématique, à un facilitateur externe à la problématique? C'est tout simple pour moi, c'est qu'il n'est pas lié au contexte émotionnel et à la charge émotionnelle de l'équipe. Et j'ai beau savoir pas mal de choses pour accompagner des équipes, quand je rentre dans ma propre équipe composée de ma femme, mes 3 filles et des 3 chats, on n'est pas forcément tout le temps aligné. Et il y a beaucoup d'enjeux émotionnels qui se déroulent. Et effectivement, les mettre en pratique quand on est un élément, voilà, du système, c'est pas évident. Enfin, ça l'est beaucoup moins que je, ma posture est beaucoup plus facile à tenir et authentique, j'ai envie de dire, face à des clients et des entreprises, parce que je suis capable d'être neutre, en fait, sur le fond. Alors qu'à la maison, quand il s'agit de préparer le repas, je le suis beaucoup moins. Je vais te raconter une anecdote. Donc, j'ai suivi une formation donc, en CNV. Ouais. Et une des premières choses que notre formatrice nous a dit à la fin du premier module, elle dit surtout, n'essayez pas la communication non violente ce soir à la maison, ça ne fonctionnera pas. Si vous devez vous entraîner, entraînez-vous avec des gens avec qui vous n'êtes pas impliqué émotionnellement. Et c'est tout à fait ça. C'est ce que tu dis, c'est qu'il y a une telle charge émotionnelle qu'elle dit vous allez droit à la catastrophe si vous voulez vous entraîner tout de suite. C'est ça. Alors moi, en rentrant aussi d'une formation qui était plus courte que la tienne parce qu'elle était que sur 2 jours et demi, mais effectivement, peu de temps après à la maison, il y a un truc qui a déraillé et ma femme m'a quand même sorti.
Ah, ok, d'accord. Si tu reviens de 2 jours et demi de formation pour te comporter comme ça, il faut qu'on arrête de se payer des formations. Et oui, parce qu'en plus, elle travaille avec moi, donc elle sait très bien où je vais en formation, etc. Et elle voit comment je peux être au boulot. Et ouais, c'est difficile d'être jugé Ouais, parti. D'être ouais, jugé c'est parti, c'est compliqué. difficile. D'où l'intérêt, effectivement, de faire appel à un facilitateur externe. Si tu avais un seul livre à recommander sur la coopération ou ce dont on a parlé, est-ce qu'il y aurait un livre qui t'a marqué particulièrement Ouais, le livre déclic, pour le coup, alors pour moi, ce serait La belle histoire de Favie, écrit par Jean-François Zobrist. Alors ça date, hein, pour le coup, je l'ai lu il y a déjà un petit paquet d'années. Jean-François Zobrist, c'était à l'époque le directeur d'une fonderie en Picardie et qui a ce qu'on appelle libéré son entreprise. Alors, j'aime pas trop ce terme-là parce que aujourd'hui, c'est utilisé à toutes les sauces. En fait, c'est juste que moi qui venais de l'industrie, d'entendre comment un industriel est parti du prérequis qu'il faisait confiance aux gens parce que les gens sont intelligents et de mesurer tous les écarts qu'il y avait par rapport au monde industriel dans lequel je venais, je me suis dit, mais clairement, cet homme-là a raison. Et en fait, ça m'a ouvert l'esprit sur le fait que souvent, on crée des barrières en entreprise qui n'ont pas lieu d'être. Je te donne un exemple tout bête dedans. Il décide du jour au lendemain de casser les murs de son magasin et de permettre à n'importe qui d'aller dans le stock du magasin. Avant, il y avait un magasinier, il fallait faire une demande de pièces, etc. Notamment parce que les gants qui sont utilisés par tout le monde risquaient de disparaître. Et il s'est juste amusé pendant qu'il passait la tondeuse chez lui. Il s'est dit, tiens, si ma tondeuse est en panne, qu'est-ce qui se passe? Ah bah je vais donc il imagine qu'il est chez Favi. Ah bah moi je vais du coup appeler la maintenance qui est là, ou mon manager, et mon manager va appeler la maintenance qui va appeler un mec pour venir réparer. Le mec va venir. Ensuite il y a le régleur qui va venir, qui va dire au directeur de la maintenance que c'est OK, qu'il préviendra mon manager et qu'il me dira, etc. Et il s'est dit, mais c'est pas possible pour réparer une tondeuse, j'ai qu'à aller chercher la pièce parce que je sais ce que c'est et on va gagner beaucoup de temps. Et donc, il rentre le lendemain au magasin en se disant, bah, s'il se passe la même chose avec les gants, voilà, bah, autant que les gens aillent tous prendre une paire de gants pour jardiner chez eux. Puis une fois qu'ils l'auront prise, ils ne me voleront plus de gants, ça ne sert à rien. Et puis de toute façon, est-ce qu'ils voleraient des gants de toute façon? Mais en fait, c'est tout le décalage qu'il a créé. On est dans les années 80. Et, euh, et dans les années 80, on pointait quand même tout le temps, dans les usines notamment. Voilà, tout était très. très cadré? Voilà, donc celui qui me vient là tout de suite, c'est ce bouquin-là. Celui-là. Depuis, j'en ai lu plein d'autres, mais pour moi, c'était la révélation. Et si tu avais un seul message à faire passer à ceux qui nous écoutent sur l'esprit de coopération, est-ce que tu es inspiré? Euh, Le truc à retenir. alors, ouais, puis je vais le centrer pour le coup, école. Euh, ben, si vous êtes des parents, vous êtes un des 3 éléments qui intervient dans l'enseignement, dans le triptyque de l'enseignement, c'est-à-dire il y a les profs, les élèves et les parents. Et comment vous pouvez contribuer à ça au quotidien, autant la relation parent-élève en général, elle est bonne, élève-prof, elle est plutôt bonne, mais parent-prof, je crois qu'il y a à travailler. Pas mal dit, pas mal dit. Bon, bah merci pour cet échange. Merci à toi. On va conclure, faire un petit temps pareil comme on aime faire en formation ou en facilitation. Alors pareil, je vais te proposer 2 questions. Tu vas en Ouais. choisir une à laquelle tu souhaites répondre. Qu'est-ce que tu retiens de notre échange et avec quoi tu repars? Et la deuxième question, quel serait le prochain petit pas que tu voudrais faire pour plus de collaboratifs dans les organisations et collectifs que tu côtoies? J'aime bien cette notion de petit pas. Mais je vais revenir plus sur la première question néanmoins. Qu'est-ce que je retiens de cet échange? Bah, le fait que ça me permet de mesurer ton évolution professionnelle. C'est vraiment intéressant. Voilà, de voir que pour un premier podcast, je trouve que tu es hyper pro dans l'aspect technique, dans les questions, dans la façon dont tu l'as préparé. Et ce que j'en retiens, c'est que j'ai surtout pas envie d'être le dernier de tes interviewés parce que tu as un format que je trouve très chouette. Voilà.
Ouais, bah, ça tombe bien, j'ai déjà 2 autres interviews programmées. Donc ça, c'est chouette. Merci beaucoup pour ce que tu viens de me partager. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Bon, bah, voilà, je prends. Super, bon, écoute, un grand merci. Je vais essayer de renoter tout ce qu'on s'est dit, les références des jeux, des livres, etc. Je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Et je tenais vraiment aussi, tu vas nous dire, est-ce que Nous sommes le système, il y a une page Facebook où il y a quelque chose voilà, Ouais. les gens peuvent aller voir. Nous sommes le système tout attaché, .org. Ok. Voilà. Super. Alors bon, il faut se dire, hein, c'est une page vitrine de 3 personnes, dont une, Steve, qui est beaucoup moins dispo, où on tente de temps en temps de mettre une info. Au moins, ils vous trouvent. Voilà. Il y a un mail pour nous joindre, voilà, etc. Super. Voilà. Non, parce que ça me tenait à cœur. C'est une initiative que je trouve géniale. Et donc, si on peut permettre à d'autres profs de vous rejoindre via ce podcast, ce serait chouette. Merci à Damien pour ses compliments et ses encouragements. Et merci à vous pour votre écoute. J'espère que vous avez passé tous un très bon moment et que le témoignage de mon invité vous a donné envie d'insuffler à votre tour un esprit de coopération autour de vous. À bientôt dans Esprit de coopération. Et en attendant, prenez soin de vous.